C'était aux alentours de 21h. Les policiers de la brigade et de recherche et d'intervention sont intervenus dans un pavillon du côté de Palaiseau. Ils ont donc retrouvé cet homme qui avait été enlevé 48 heures plus tôt dans le 14e arrondissement de Paris. Il s'agit du père d'un chef d'entreprise qui a fait fortune dans les crypto-monnaies. Ils possèdent tous deux une société qui est basée à Malte et ils avaient déjà fait l'objet de menaces, des menaces qui sont donc passées à exécution jeudi matin dans le 14e arrondissement de Paris. 4 hommes cagoulés ont enlevé cet homme dans une fourgonnette. On n'avait pas de nouvelles de cet homme jusqu'à l'intervention des policiers hier soir. Les 4 malfaiteurs avaient fait une demande de rançon. Ils ont tous été placés en garde à vue. On apprend ce matin qu'une 5e personne a été placée en garde à vue. Il était au volant d'un véhicule qui aurait pu servir à cet enlèvement. Les 5 personnes placées en garde à vue sont âgées de 23 à 27 ans. Et c'est la brigade de répression du banditisme et la police judiciaire de Paris qui sont en charge de l'enquête. Merci beaucoup Antoine, avec Lucas David, évidemment, priorité à vous pour les plus amples informations. Bonjour Vincent Mantigam. Bonjour. Merci d'être sur le plateau. Grand reporter, police-justice, BFM TV. Bonjour Bruno Pomar. Bonjour. Merci également d'être présent, président du Centre de réflexion Initiative Sécurité Intérieure et ancien instructeur du RAID. Vincent, 5 personnes désormais en garde à vue. Que sait-on de leur rôle et que sait-on de leur profil? Alors ce qu'on peut dire ce matin, c'est qu'effectivement, il y a d'abord 4 personnes qui ont été interpellées dans le pavillon ou aux abords du pavillon où était séquestrée cette personne hier à Palaiseau. Une 5e personne a été interpellée. Elle se trouvait au volant d'un véhicule qui a pu servir aux malfaiteurs lors des opérations. Antoine Forestier le disait à l'instant, ces personnes interpellées sont âgées de 23 à 27 ans, nées entre 98 et 2005. On n'en sait guère plus sur leur profil à ce stade, si ce n'est que visiblement ils réclamaient une rançon de plusieurs millions d'euros en échange de leur otage et que cette rançon n'a pas été versée. C'est une source proche de l'enquête qui le confirme à BFM TV ce matin. Bruno Pomar, est-ce qu'on sait ce qui se passe entre cet enlèvement, donc jeudi dans le 14e arrondissement, et ce qui se passe hier soir à Palaiseau avec la BRI? D'abord, constater qu'il y a un travail considérable qui a été mené par l'ensemble des services de police. Le préfet de police l'a mis en avant, la BRB, la brigade de répression du banditisme, la brigade de recherche et d'intervention, qui est un groupe d'intervention, mais également groupe de PJ, parce qu'ils travaillent sur les 2 volets, à la différence du RAID et du GIGN. Ça, c'est important. L'OFAC, l'Office anti-cyber, avec les spécialistes de la cybercriminalité, qui ont permis effectivement de trouver des réponses rapides à cette affaire. Je pense que les enquêteurs étaient depuis pas mal de temps sur cette affaire d'ailleurs, devaient cibler plus ou moins ces malfaiteurs, oui effectivement, et ça a permis encore une fois de travailler et de localiser rapidement ces types d'individus. Il faut rappeler d'ailleurs que ce type de saucissonnage, comme on appelle dans notre jargon, n'est pas nouveau. Ça existe depuis bien longtemps. Rappelez-vous le baron Rampin. Enfin, il y a plein d'opérations comme ça qui ont eu lieu. Maintenant, c'est plus facile effectivement d'aller sur ces personnes multimillionnaires que d'aller braquer une banque ou un fourgon blindé. Et on voit quand même, encore une fois, que nos services de police ont été à la hauteur. C'est vrai que dans cette opération, il faut relever l'action de la BRI, de la BRB, on l'a dit, pour permettre la libération de l'otage. Alors, il a été sérieusement blessé, il est affaibli parce qu'on lui a sectionné un doigt lors des opérations, mais il a été libéré et les personnes ont pu être interpellées. Mais il y a aussi tout le travail de l'ombre qu'on ne voit pas ce matin et qu'il faut sans doute saluer aussi, notamment la BL2C qui est en charge des investigations. Ce sont les cyber-enquêteurs. Comment on fait finalement pour passer d'un enlèvement qui se produit jeudi à 10h30 dans le 14e arrondissement jusqu'à Palaiseau où est retenu cette personne? Il y a ce qu'on appelle des techniques spéciales d'enquête qui sont mises en œuvre par ces enquêteurs qui sont capables de faire des géolocalisations, des filatures, des interceptions, des introductions dans des systèmes de données pour permettre de repérer qui est à l'origine de cet enlèvement et comment ils réclament la rançon, comment on arrive à remonter jusqu'à eux. Avec peut-être, alors je vous pose la question à tous les deux, mais une particularité, c'est qu'il y a eu déjà des menaces. C'est-à-dire que les victimes avaient déjà été menacées. Est-ce que ça change fondamentalement la façon dont on appréhende cette affaire-là? Est-ce que ça donne une direction tout de suite et des moyens forcément en conséquence immédiatement? Alors une direction... Peut-être, ça ce sera aux investigations de le dire dans les prochains jours, mais en tout cas, les premières menaces dont ils ont fait l'objet ont évidemment été étudiées et examinées avec beaucoup de précautions et de minutie par les enquêteurs au vu de l'enlèvement qui s'est produit jeudi matin pour savoir si c'est la même équipe, si c'est la même chose. Avec un mode opératoire qui rappelle aussi l'enlèvement de David Balland, puisque qui était un des cofondateurs de Ledger, cette société. Exactement, qui a eu aussi un doigt sectionné lors de son enlèvement. Et c'est vrai qu'on est au début du mois de mai et c'est la 3e opération d'enlèvement
de personnalité enrichie grâce aux crypto-monnaies qui vient marquer l'actualité, parce qu'on parlait de David Balland, mais il faut se souvenir aussi de ce qui s'est produit au Mans au tout début du mois de janvier, quand un homme a été découvert dans le coffre d'une voiture, roué de coups, aspergé d'essence à 600 km de chez lui, et on était en train de réclamer une rançon à son fils qui s'était enrichi dans les crypto-monnaies à Dubaï. Donc on le voit, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur aujourd'hui, avec aussi des jeunes qui parfois passent à l'action, recrutés via les réseaux sociaux, les fameux jobbers, comme on les appelle désormais, qui agissent dans la grande Ce qu'on criminalité. avait vu avec ces attaques de prison et la conférence hier de Et pareil d'ailleurs, on voit dans ces attaques tous les mêmes process, je dirais, c'est de s'attaquer aux cibles molles, ce qu'on appelle les cibles molles, c'est-à-dire les parents, les familles, les proches, pas directement la personnalité qui est souvent à l'étranger, à Malte sûrement concernant ce PDG. Et donc ça, c'est une pratique qui demande d'abord du travail d'investigation de la part des voyous, évidemment, mais qui sont en même temps comblés derrière par les services de police qui, effectivement, sont à la recherche du moins d'indices pour pouvoir interpeller ces individus. Certes, ça a été fait à quelques 24 heures de différence, mais n'empêche que le résultat est quand même très satisfaisant. Mais je me dis, si j'ai fait fortune dans les crypto-monnaies, que je regarde BFM TV là, je me dis en gros, surtout, il ne faut absolument pas communiquer, parce qu'on sait que ça passe beaucoup par une communication sur les réseaux sociaux. Il suffit d'avoir des réseaux sociaux pour voir des gens qui ont fait fortune dans les crypto-monnaies, d'ailleurs donner des conseils, dire voilà, vous venez, j'ai monté une société qui... En fait, il faut vraiment pas du tout communiquer. Mais dans les crypto-monnaies comme dans d'autres domaines, regardez, on est en ce moment en plein procès de ce qu'on a appelé les papiers braqueurs qui s'en sont pris à Kim Kardashian. Pourquoi s'en sont-ils pris à elle? Parce qu'elle était à Paris pour la Fashion Week et qu'elle affichait aussi sur les réseaux sociaux sa fortune, ses bijoux qui ont fait l'objet de la convoitise des malfaiteurs. Il en est de même pour les crypto-monnaies. On ignore l'identité de la personne qui a été visée. Mais c'est pareil pour David Balland et l'entreprise Ledger. C'est quelque chose aujourd'hui qui nous parle, sur lequel on s'est renseigné. Mais si vous arrêtez quelqu'un dans la rue il y a 5 ou 6 mois, il ne connaissait peut-être pas David Balland. En revanche, les malfaiteurs, eux, se renseignent et se renseignent très bien, comme l'a dit Bruno Pomar, pour savoir qui attaquer, à quel moment et comment s'en prendre à leur famille, à leurs proches. Vous avez un conseil, Bruno Pomar, pour se prémunir de se mettre dans cette situation? Est-ce qu'il y en a un, à part évidemment ne rien dire, ne pas communiquer, voir vivre caché? Mais... Rodolphe, vous l'avez dit, c'est éviter de trop communiquer. On l'a vu avec les influenceurs, effectivement, être sur les réseaux sociaux. Les malfrats sont effectivement axés sur ces réseaux sociaux pour savoir un petit peu et pour localiser les bonnes cibles. Là, on en a encore un exemple après l'affaire Kardashian, mais il y en a bien d'autres, de faire attention de ne pas trop s'exposer lorsqu'on représente un chef d'entreprise de ce niveau. Avec toute la difficulté que pour ces chefs d'entreprise, la communication, c'est aussi une partie du business. Oui, aussi. C'est bien pour ça que j'ai insisté là-dessus. Et une particularité, c'est qu'on parle de monnaie virtuelle, mais la rançon, elle était bien réelle. La demande de rançon était bien réelle. La demande de rançon, effectivement, c'est une demande de rançon de plusieurs millions d'euros. On ignore à ce stade comment les malfaiteurs souhaitaient qu'elle soit versée. Est-ce que c'était en crypto-monnaie? Est-ce que c'était en bitcoins? Par quel schéma, par quelle opération ils souhaitaient que cette rançon soit versée? Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle ne l'a pas été, cette